Bienvenue dans la chronique du tailleur. Cette semaine, Julien répond à la question suivante. Quelles sont les fibres animales utilisées dans l'industrie textile et chez le tailleur en particulier? Des fibres précieuses aux propriétés uniques, indispensables à la confection haut de gamme. Dans l'industrie textile, on utilise 3 grands types de matières premières. D'abord, et c'est le podcast d'aujourd'hui, on utilise des matières d'origine animale. Deuxième catégorie, on utilise également des matières d'origine végétale. Et troisième catégorie, on utilise également des matières d'origine synthétique ou artificielle. Cela fait donc 3 grandes catégories. Dans la réponse que je vais te formuler aujourd'hui, je vais évoquer les matières d'origine animale. Ces matières sont les plus ancestrales que l'homme a utilisées. Le sous-produit de la nourriture, pour les premiers hommes, ce fut le cuir et la fourrure. Les premiers hommes se sont donc naturellement habillés avec du cuir et de la fourrure. Les matières végétales, qui demandent un travail spécifique pour faire du filage, pour donner des fibres et pour créer du tissu, ont mis probablement un peu plus de temps à arriver. Toutefois, l'idée de prendre une toison animale pour la travailler et la transformer en fibre puis en fil a pris aussi également du temps. De nos jours, si l'on regarde hommes et femmes dans la rue, on ne verra pas beaucoup de matières animales, puisque ces matières ont été peu à peu, au fil du XXe siècle, remplacées par les matières végétales, qui ont pris un grand essor au cours du XIXe siècle, et puis également au cours de la fin du XXe siècle, par les matières synthétiques, qui ont pris un essor vraiment formidable. De nos jours, finalement, les matières d'origine animale sont devenues un luxe. Rares sont les hommes à porter des matières d'origine animale. Il existe 4 grands types de poils, 4 grands types de toisons animales dont l'homme se sert pour se vêtir. La première catégorie, c'est la laine. La deuxième catégorie, les poils de chèvre. La troisième catégorie, les poils de camélidés. Et la quatrième catégorie, des fibres un peu plus exotiques et un peu plus rares. La catégorie principale, c'est donc la laine. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? La laine est donc la toison du mouton. Cette toison fut à une époque appelée la toison d'or, parce que cette fibre est merveilleuse. Elle tient chaud à l'homme, elle a une bonne capacité d'absorption de la laine, et surtout, elle retrouve sa forme de manière évidente. La laine froisse peu, elle donne un joli tombé aux vêtements. Donc depuis des temps ancestraux, s'habiller en laine, c'est signe de richesse. La laine, la belle laine, c'est la fibre des dieux, c'est la fibre des rois. Et tout le monde voulait s'habiller en laine parce que notamment en Europe, contrée plutôt froide en hiver, la laine tenait chaud. La laine tenait bien chaud. Elle était en fait une extension de notre propre peau. Nous n'avons pas assez de poils, nous les hommes. La laine, c'était d'une certaine manière prendre les poils d'un autre animal pour les mettre sur nous et pour avoir chaud. Pour nous protéger, en plus d'avoir chaud, pour nous protéger de la pluie. Parce que d'une certaine manière, la laine tissée très dense est imperméable. La laine a donc, pour des siècles, été vraiment la fibre incontournable pour les hommes, et pour les Européens dont je viens de parler en particulier. Chez les tailleurs en particulier également, la laine est la fibre reine. Le tailleur travaille la laine, prioritairement, avant toutes les autres matières. La laine est la fibre qu'il sait le mieux travailler. Pour réaliser des pantalons et surtout pour réaliser des vestes et donc des manteaux, la laine est celle pour laquelle toutes les techniques tailleurs ont été développées. Le patronage, les montages, la façon de poser des embus, la façon de détendre la matière ou de la rentrer, la façon de donner un tour de main aux vêtements, tout ça, c'est dû aux caractéristiques techniques intrinsèques de la laine, ce qui en fait la matière incontournable des tailleurs.
Peux-tu nous dire d'où vient cette laine? Alors, comme je viens de le dire, la laine vient du mouton. Mais pas n'importe quel mouton. Elle vient principalement et très majoritairement d'une race de moutons en particulier que l'on appelle la race Mérino. Cette race Mérino, ce sont les Espagnols les premiers, il y a bien longtemps, qui lui ont donné ces lettres de noblesse, avant que les rois d'Espagne fassent don de différentes souches aux Allemands, aux Français et aux Anglais. Et c'est plus particulièrement un Mérino français de race Rambouillet qui a été introduit en Nouvelle-Zélande et en Australie et qui a fait florès là-bas et qui est devenu la race principale de nos jours qui donne la plus belle fibre. Le mérino est quasiment et exclusivement utilisé pour faire de l'habillement. Parfois c'est signifié, sur certains pulls ce sera écrit laine mérino, parfois chez certains drapiers il y aura une mention pure laine mérino, et parfois ça n'est pas mentionné. Souvent d'ailleurs ça n'est pas mentionné. Mais en réalité, la race qui a donné la fibre que vous portez, c'est probablement et assurément le mérino, parce qu'en fait c'est la race qui donne les fibres les plus fines. La plupart des autres races, sinon l'écrasante majorité des autres races, ne donnent pas une fibre assez fine et assez douce pour pouvoir être portée. Tout simplement, ça va trop gratter. Alors on utilise dans le monde 60% de la laine récoltée, à peu près, pour faire du vêtement. Le reste de la laine, c'est-à-dire c'est quand même 40%, peut servir à différents usages, principalement des matériaux d'habillage dans l'aviation, dans l'automobile, et puis des matériaux isolants, et puis de l'industrie des meubles, l'industrie de la décoration pour réaliser des canapés, des rembourrages et des rideaux. Et pour ces usages-là, automobiles, aéronautiques ou d'ameublement, on n'a pas besoin de laine avec des caractéristiques de douceur particulières. Donc à ce moment-là, ce n'est pas forcément la race Mérino qui est utilisée, mais ça peut être n'importe quelle race de mouton que vous pouvez voir ici, par exemple en France. Je sais, à titre vraiment indicatif, qu'on utilise deux autres races un petit peu rustiques en habillement, qui sont le Scottish Blackface et la race Cheviot. Mais de ces deux races plutôt rustiques anglaises, on tire des draps également rustiques de tweed. Et à ce moment-là, ce sont vraiment des laines rugueuses, des laines que l'on ne voudrait pas porter à même la peau. Donc il faut vraiment bien se mettre dans l'idée que les lainages pour l'habillement doivent être absolument fins et absolument doux, et que derrière cela, il y a la race de mouton Mérino. Alors dans la race de mouton Mérino, il y a des dizaines de sous-branches. En Australie, on utilise beaucoup le Mérino pépin. En Allemagne, mais il n'y a pas forcément qu'en Allemagne, on a développé une souche qui s'appelle le Saxony, qu'on peut trouver autant en Amérique du Sud qu'en Australie également. Et puis, j'imagine que la race Rambouillet, la race française, a aussi donné d'autres souches, en tout cas dont le pépin dont je viens de parler en Australie. Donc, il faut bien se dire que la plupart du temps, c'est une race Mérino. Parfois, on peut avoir aussi un lainage en lambswool, c'est-à-dire en agneau, et là encore, la plupart du temps, ce sont de jeunes agneaux de race Mérino, parce que, encore une fois, c'est la race qui donne la meilleure toison, la plus douce. Et l'appellation laine vierge, alors, ça correspond à quoi ? Alors en fait, la laine vierge, c'est une appellation un peu creuse qui veut tout simplement dire que la laine vient du mouton. Voilà, tout simplement, quand ça écrit vierge, c'est un peu comme l'huile d'olive vierge, ça veut dire que ça vient de l'huile, ça vient des olives, des oliviers. Voilà, c'est un peu bête. Donc quand il y a écrit laine vierge, ça veut dire tout simplement que ça vient du mouton. Et en fait, le terme laine vierge existe pour deux raisons. La première, c'est pour se dissocier des fibres artificielles ou des mélanges avec l'idée de laine vierge, c'est-à-dire que il n'y a pas de mélange, c'est pas un mélange laine et polyester. Et la deuxième
raison, c'est que de plus en plus, on a recours à des laines recyclées, qu'on appelle des laines renaissance ou des laines de récupération, qui n'ont pas le droit à ce moment-là au terme laine vierge. Alors dans les années 60 et 70, les lainiers se sont rendus compte qu'ils étaient de plus en plus concurrencés par les nouvelles fibres artificielles. En France, une en particulier qu'on connaissait beaucoup, dérivée du polyester, et qui était vendue sous le nom commercial de Tergal. Et dans les années 60-70, les hommes se sont mis beaucoup à porter ces matières artificielles, parce qu'en fait, ils ont découvert que c'était beaucoup plus doux que la laine. J'ai beaucoup de vieux clients qui se sont plaints, étant enfants, du fait que la laine grattait. Il faut savoir que non seulement ils pouvaient porter des petits pantalons ou des bermudas qui étaient en laine, mais que parfois également les sous-vêtements pour tenir chaud étaient en laine, et que en effet les laines, à cette époque-là, avant les années 70, elles pouvaient être quand même extrêmement rugueuses. Et il y avait vraiment une désaffection, les gens ne voulaient plus porter de laine. Les nouvelles matières artificielles dérivées du pétrole étaient une révolution, et les hommes avaient plus envie d'en porter. Ce qui fait que la laine, peu à peu, au cours des années 60 et 70, a connu vraiment une décroissance qui a porté préjudice aux lainiers, et en tout cas à cette industrie qui était très spécialisée. C'est pourquoi des lainiers d'Europe et d'Australie et d'ailleurs se sont mis ensemble pour créer un label du Secrétariat international de la laine, un label reconnaissable par tous, et ça a été la création du Woolmark, qui est un peu moins utile de nos jours, parce que quand on est chez un tailleur ou quand on cherche un vêtement en laine, on sait très bien de nos jours que la laine est fine, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et il a fallu cet assemblage de toutes les forces en présence dans ce label, le Woolmark, pour induire des changements très profonds dans la façon d'élever les moutons et de sélectionner les races. Donc ça a été un gros travail paysan en réalité. Ça a été un travail qui a été mené dans les exploitations agricoles. On est vraiment en train de parler d'élevage là. Il y a eu un gros travail de sélection des races, de sélection des fibres, pour arriver à des fibres beaucoup plus fines, beaucoup plus soyeuses. Et pour ce faire, il faut deux choses. Il faut d'abord une race de mouton mieux sélectionnée, donc c'est ce que je viens de dire. Il y a eu un travail de génétique qui a été fait pour mieux sélectionner les cheptels. Et puis la deuxième chose très importante qui se joue de manière cruciale dans les fermes, c'est l'élevage des moutons. Un mouton heureux donnera une belle toison, une toison fine. Ça c'est très important. Parfois on parle de maltraitance animale, c'est pas du tout le cas, parce que pour avoir une fibre de laine de qualité, il faut vraiment un très haut travail et un travail de précision mené dans les élevages avec des moutons peu stressés, bien nourris, élevés par ailleurs dans des conditions climatiques relativement sereines. Donc un gros travail a été mené, et ce gros travail a permis, à l'orée des années 80, l'émergence de nouvelles fibres de laine beaucoup plus fines, que l'on a appelées les fibres super, parce que tout simplement c'est l'abréviation de super fine. Et ces fibres super ont commencé avec le numéro 100. Avant on comptait les qualités de laine, ce qu'on appelle la jauge. Elle se comptait en épaisseur, se compte d'ailleurs toujours en épaisseur de la fibre de laine basique, le nombre d'écheveaux dans une fibre de laine, et donc les laines dont j'ai parlé qui grattaient, c'était des laines 20, 30, 40, et justement, donc je suis en train de parler de cette révolution dans les années 80 de la fibre 100, dite super 100, et qui a marqué vraiment les esprits. Les hommes à ce moment-là ont découvert dans les boutiques de nouveaux produits de laine, notamment des pantalons, en super 100, et les clients alors ont découvert une véritable révolution. La laine n'était plus forcément synonyme de grattage, elle pouvait être douce, très douce, incroyablement douce, et même à l'époque, justement dans les années 80 et 90,
on avait des laines super 100 qui étaient aussi douces que les cachemires, puisqu'à l'époque les cachemires n'étaient pas aussi étudiés et raffinés que l'on peut les trouver de nos jours. Et donc c'était une vraie révolution. Une matière animale qui ne gratte pas et qui soit douce. Alors depuis, bien évidemment, ce fameux super a évolué, super 110 d'abord, super 120, super 130, super 140. Et donc vous comprenez dans ce que je dis que en fait plus le chiffre est élevé, plus la toison est douce, plus la toison est sélectionnée, plus la toison est fine, et enfin plus la toison est soyeuse. Et de nos jours, un fil de laine basique, on va dire, c'est super 100, super 110, super 120. Un fil de laine de qualité moyenne, c'est 120, 130, 140. Un fil de laine un peu de luxe, ça va être 150, 160. Et un fil de laine de très grand luxe, c'est super 170, super 180 et plus. Le problème de ces fibres très luxueuses, c'est qu'elles sont très très fines. Si on les regarde sous un microscope, elles sont très fines, très soyeuses. Le corollaire de ça, c'est qu'elles sont très fragiles et qu'elles froissent beaucoup. À la limite, si on veut de la durabilité, il faut privilégier un super 110, super 120. Et si on veut du grand luxe, on peut s'intéresser à un super 160 ou à un super 170. Il faut quand même avoir à l'esprit que ces fibres vont être relativement fragiles. À côté de la jauge que je viens d'évoquer, qui se distingue par cette appellation super quelque chose suivi d'un chiffre, il y a également le poids. Un drap de laine pour faire un costume toute saison fait entre 260 grammes à 300 grammes. Un drap d'été fera entre 230 grammes et 250 grammes. On peut descendre vers 200 grammes, mais c'est vraiment très très léger, très difficile à travailler. Et un drap d'hiver sera au-delà de 340 grammes. Un manteau sera entre 600 et 900 grammes. Il est très difficile de trouver des poids plus lourds. Il faudrait vraiment aller chez des drapiers très spécialisés en Écosse pour trouver des draps d'1 kilo, qui de toute manière feraient des vêtements vraiment peut-être un peu trop chauds. Et qu'est-ce qui fait que la laine s'est imposée comme ça, comme la fibre principale du vestiaire tailleur ? Alors la laine, je le disais, a des caractéristiques très intéressantes pour l'habillement, parce qu'elle permet de prendre des forces. La laine, elle supporte les embus, elle supporte les déformations, et elle retrouve au porté, elle a une élasticité au porté qui est très intéressante, et qui donne aux vêtements de laine ce tombé magnifique, particulièrement recherché dans l'esthétique tailleur. La laine, par ailleurs, elle a une capacité à feutrer. Alors, dans l'industrie textile, et chez les tailleurs en particulier, on utilise ce feutrage de manière très raisonnable. On essaye de faire feutrer la laine de manière sobre. Le drap le plus feutré peut-être c'est la flanelle, mais on essaye de limiter cet effet feutré. En fait, le feutrage, c'est quand vous mouillez avec de l'eau chaude la laine, en fait vous faites agglomérer les fibres qui ont des écailles, et les écailles se rentrent les unes dans les autres. Ce processus est irréversible, donc une laine feutrée ne peut pas se défeutrer, et donc plus on feutre de la laine, plus elle va rétrécir, plus elle va devenir dense, plus elle va devenir solide, et quand on feutre vraiment beaucoup de la laine, on va sortir de l'univers textile pur, on va sortir du vêtement, je veux dire, encore que les chapeaux sont quand même un vêtement, mais je veux en arriver au fait que si on feutre beaucoup de la laine, on va finir par obtenir une matière dense qui va être utile pour faire des chapeaux, par exemple, des bérets, parce que là, le feutrage aura été maximum et on aura obtenu une matière presque différente de celle que nous connaissons pour faire des vêtements, pour faire des vestes, pour faire des manteaux. Toutefois, revenons un petit peu en arrière. Le feutrage est une des caractéristiques, mais pour arriver jusqu'à un chapeau ou un béret, il faut vraiment aller jusqu'au bout du processus. Nous, les tailleurs, en ce qui nous concerne, on se situe bien en amont de ce processus. On essaye d'être plus proche de la fibre. Lorsque la toison a été peignée, on va travailler avec la fibre, cette fibre qui est naturellement ondulée et frisée, et qui donne d'ailleurs une bonne élasticité à la matière. Cette fibre, on va la travailler de deux manières.
Soit on va rester très proche de la toison, et on va travailler avec un peignage très léger, c'est-à-dire qu'on va trier très légèrement les fibres, on va retirer un petit peu les soins, c'est-à-dire la graisse animale, on va un peu retirer les saletés, donc on peut être très très léger sur le traitement de la laine. On va parler à ce moment de laine cardée, c'est-à-dire ça va être dans un ballot de laine, on va voir toutes les fibres, les courtes et les longues, les douces, les soyeuses ainsi que les rugueuses, et avec une laine cardée, on va obtenir un tissu plutôt rustique, notamment par exemple un tweed. Et encore une fois, je le redis, la plupart des tweeds sont réalisés dans des toisons de mérino, c'est-à-dire des fibres qui sont quand même plutôt fines et plutôt douces. Mais quand on garde toutes les fibres pour obtenir un tissu, on parle de laine cardée, c'est-à-dire qu'on garde ensemble toutes les fibres, les bonnes et les moins bonnes, et on obtient un tissu quand même assez rustique, même si on part d'une toison de qualité. Si on peigne la laine de manière plus importante, si on l'affine de manière plus importante, si on sélectionne que les longues fibres, que les fibres les plus douces, si ce peignage est très important, on va obtenir ce qu'on appelle tout simplement en français une laine peignée. Et c'est dans ces laines peignées qu'on va obtenir les super 100, les super 110, les super 120. Voilà, c'est le travail de peignage qui est un triage, qui va enlever les fibres courtes, les fibres de mauvaise qualité, les fibres rugueuses, pour ne garder que les fibres les plus longues. Donc quand on part d'un ballot de laine qui fait 10 kg, on va obtenir à la fin, suivant ce qu'on va trier, autant, voire beaucoup moins. Donc si on cherche une laine cardée d'un ballot de laine de 10 kg, on obtiendra peut-être 8 ou 5 kg de laine idéal pour travailler, pour faire un vêtement, mais un vêtement rustique. Et si du même ballot de laine de 10 kg, on ne veut obtenir que les fibres les plus douces, que des super 150, et bien peut-être que d'un ballot de laine de 10 kg, on n'obtiendra à la fin que 500 grammes de laine à travailler. Il y a donc une incidence très forte sur le prix. Les laines cardées valent beaucoup moins cher et les laines peignées de grande qualité valent beaucoup plus cher. Il est même possible que dans un ballot de 10 kg, il n'y ait aucune fibre de super 200. Par exemple, si on cherche une très belle fibre. Donc là, il va falloir s'intéresser à une ferme en particulier, à un élevage en particulier, à certains moutons de l'élevage en particulier, pour obtenir de manière sûre, dans un ballot de laine, les fibres de luxe que l'on recherche. En réalité, c'est exactement la même chose que si l'on parle d'un filon d'or. Dans un filon de quartz, on va avoir, suivant l'endroit de la mine, peu ou beaucoup d'or. Et bien là, c'est exactement la même chose. Dans un ballot de laine donné, on peut obtenir plus ou moins de fibres de qualité. Et donc, tout le travail du drapier, c'est d'acheter le ballot de laine en fonction de l'affinage qu'il va vouloir faire pour obtenir les fibres qu'il souhaite. Alors tu nous as parlé des races, mais géographiquement, d'où vient la laine que l'on porte ? Alors la production de laine, je l'ai dit, à l'échelle mondiale, est une toute petite niche. C'est une niche vraiment de luxe. La laine, en fait, c'est 1% de la production mondiale de fibres textiles. Donc il faut vraiment se mettre dans l'idée qu'on est en train de parler d'une chose toute petite, et qui est pourtant la pièce maîtresse de l'industrie textile masculine, la belle laine. Mais c'est pourtant que 1% des fibres mondiales. Alors il y a 3 pays qui sont en pointe. Il y a l'Australie qui représente 24% de la production mondiale de laine. Il y a la Chine ensuite pour 17% de la production mondiale de laine. Et en 3e position, il y a la Nouvelle-Zélande avec 12%. On trouve ensuite l'Europe de l'Est, 9%, l'Argentine, 4%, le Royaume-Uni quand même, qui est la maison mère pour les lainiers, 3%. Et puis après, il y a le reste du monde qui donc représente la fin de mon camembert, 31%. Et dans le reste du monde, il y a beaucoup l'Amérique du Sud, le Chili, l'Argentine, qui sont de gros endroits où on produit la laine. Alors la laine, une fois qu'elle a été coupée sur le mouton, on la met en ballot et on l'exporte. Alors on l'exporte en Europe pour être affinée, triée dans de très belles usines, en Italie, en Angleterre. Toutefois, nous ne sommes pas, nous les Européens, les principaux transformateurs de la laine. Évidemment, c'est la Chine qui est à la première place. Le sujet de la laine, c'est sa consommation d'eau.
le traitement de la laine, son triage, n'est pas extrêmement polluant, ne fait pas appel à des produits chimiques particulièrement complexes, principalement en fait du savon pour nettoyer la toison de laine. Mais par contre, il faut beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Il faut laver la laine, en amont de la fabrication du tissu, il faut laver les tissus une fois qu'ils sont terminés. Donc ça demande beaucoup d'eau et ça demande donc des traitements de l'eau, des suivis particuliers de manière chimique et écologique de l'eau. Et donc en Europe, enfin en tout cas dans les pays occidentaux, on est très tatillon sur l'utilisation de l'eau, l'usage de l'eau. Donc c'est pour les industriels des gros postes de dépenses, l'eau et l'énergie qui permet le traitement de la laine. Ce sont les deux gros postes de dépenses pour travailler la laine, c'est l'eau et l'énergie. Et donc en Europe, en tout cas dans les pays occidentaux, c'est devenu un petit peu plus compliqué. Donc c'est pour ça que la Chine a pris une première place. Non pas qu'il y ait des normes, enfin je ne jugerai pas les normes environnementales de la Chine, mais en tout cas, elle a une énergie, ça c'est sûr, qui est moins chère que chez nous. Et pour l'eau, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont assez de ressources abondantes. Voilà, donc c'est les deux caractéristiques qui posent cet ordre mondial autour de la laine. Jusqu'à maintenant, on a parlé exclusivement de la laine du mouton. Quelles sont alors les autres laines et les autres poils qui sont utilisés dans l'industrie textile? Alors en effet, je viens de passer beaucoup de temps à parler de cette matière heureuse, de cette matière bienfaitrice, de cette merveilleuse matière qu'est la laine de mouton, et que chez les tailleurs on utilise de manière prépondérante. Mais en effet, il existe d'autres fibres animales, donc j'en ai parlé au tout début dans mon sommaire. Donc la deuxième fibre animale la plus employée, ce sont les poils de chèvre. Alors comme ça ne vous parle pas beaucoup si je dis poils de chèvre, parce qu'en fait il faut rentrer un peu dans le détail. Quelle race de chèvre? Il y en a deux principalement. La première donne une fibre très ressort, très rugueuse, qui donne des très beaux tissus pour l'été, des tissus très respirants, très infroissables, des tissus très utiles aussi en voyage, parce qu'ils froissent peu. Et cette variété de chèvre, c'est la chèvre mohair. La chèvre mohair donne une toison très très frisée, très ressort, très retors, qui permet d'obtenir dans le secteur de l'habillement masculin et féminin d'ailleurs aussi. Je sais que les couturiers chez la femme adorent utiliser le mohair parce que le mohair est un drap qui tombe de manière très nette, qui est pas rugueux, je ne sais pas comment le dire, mais qui a une plastique particulière, le mohair. Ce sont des draps nerveux, voilà c'est le mot, nerveux. Donc ça donne des vêtements qui ont un tombé vraiment très beau. En général, la laine de chèvre mohair, on en utilise un petit pourcentage en des mélanges avec de la laine de mouton. C'est-à-dire qu'on trouve souvent des draps à 70% laine et 30% mohair. Voilà. Parfois, on monte un peu plus. Quand c'est du baby mohair, une fibre encore plus douce, on peut monter à 60%. Alors, c'est vrai que j'ai chez Drappers un drap qui est extraordinaire. Il y a très peu de couleurs. Il doit y avoir 5-6 couleurs, mais qui est 100% mohair. Alors là, on a l'impression d'avoir un drap des années 60. C'est formidable. Ça ne gratte pas, mais par contre, ça a un tombé d'une netteté. On a l'impression que le costume, il a été coupé dans du carton. C'est très beau. Et en même temps, c'est pas du carton, parce que c'est très souple. Il y a une élasticité. Alors, il faut aussi le noter, c'est que la chèvre mohair, c'est une toison très frisée, et donc les fibres et les fils ont une sorte de brillance. Alors moi c'est très difficile de dire que c'est brillant, mais il y a un satiné très particulier. Ça brille presque un peu, un drap de mohair. Alors c'est ça qui est beau. En plein été, ça a du cachet. Alors ça, c'était le premier poil de chèvre, la chèvre mohair. Le deuxième poil de chèvre, c'est la chèvre cachemire, ou la chèvre qu'on appelle aussi la chèvre pashmina. Donc là, c'est tout l'inverse. On ne cherche pas du tout une fibre nerveuse, on ne cherche pas du tout une fibre qui a du ressort. On cherche à l'inverse. Avec la chèvre cachemire, on cherche la douceur, le soyeux. Alors, je l'ai dit à propos du Woolmark dans les années 60-70, les cachemires se sont beaucoup améliorés également. Un cachemire des années 80 n'a rien à voir avec le cachemire d'aujourd'hui. C'est beaucoup plus doux de nos jours. Il y a eu un travail immense. Pareil, pour trier les fibres du cachemire et pour ne garder que les plus longues, que les plus fines, que les plus douces. Donc voilà les deux grandes familles de poils de chèvre. Et tu nous avais parlé d'une troisième famille, les poils de camélidés. Alors oui,
Les camélidés sont une petite catégorie, mais une catégorie de grand luxe. Alors derrière camélidés, il y a en réalité plusieurs animaux qui sont visuellement assez distincts. Bien sûr, camélidés, ça renvoie immédiatement au poil de chameau. En effet, ça paraît bizarre aux gens qui ne connaissent pas, mais on utilise le poil de chameau pour obtenir une toison très très belle, une toison très luxueuse, aussi luxueuse peut-être d'ailleurs que le cachemire. Le chameau, le poil de chameau, il est un peu moins raffiné, un peu moins doux que le cachemire, mais il est aussi chaud en fait que le cachemire, il est beaucoup plus chaud que de la laine. Il suce peut-être un peu moins aussi que le cachemire. C'est sûr que pour les passionnés, une veste en cachemire est plus luxueuse qu'une veste en poil de chameau. Mais enfin, pour un tailleur, ça s'équivaut quand même beaucoup, hein. Le poil de chameau, c'est quand même une fibre très raffinée, très rare, très chaude. Les combinaisons des astronautes, enfin plutôt des cosmonautes en URSS, intégrer du poil de chameau justement pour la douceur. Alors souvent le poil de chameau n'est pas teinté, on essaye de rester très proche de la teinte naturelle, cette belle couleur sable un peu chaude, qui est d'ailleurs souvent très différente quand on parle de manteau. Les lainages couleur poil de chameau sont en réalité en général un peu caramel, un tout petit peu marronné, alors que le poil de chameau il a une lueur, il a un côté beige qui est beaucoup plus chaleureux. Moi je dois dire que vraiment je trouve le poil de chameau, je trouve que c'est une matière exquise, mais elle est quand même assez rare et principalement utilisée pour des manteaux. Alors, poil des caméidés, je disais, disons que c'est une catégorie très large. À côté du chameau, il y a un certain nombre de jolies bêtes, et ce sont en fait non pas des chameaux, mais des plus petits animaux qui vivent souvent d'ailleurs en Amérique du Sud, et on va trouver là-dedans l'alpaga par exemple, le guanaco, et puis la plus belle des fibres sur Terre, mieux que le cachemire, hein, mieux que le poil de chameau, vraiment la fibre des empereurs, qui équivaut au palladium ou à l'or, hein, cette plus belle des fibres, qui est donc un poil de camélidé, c'est la vigogne. La vigogne qui vaut plus de 3000 € le kilo, je crois. Non, qui vaut plus de 3000 € le mètre, qui vaut plus de 3000 € le mètre. Donc vous imaginez, pour une veste, il faut 2 mètres, vous avez déjà 6000 € de matière. C'est vraiment la plus belle des toisons, qui a failli disparaître. C'est grâce aux drapiers italiens et à l'Europiana en particulier dans les années 70 qui a cherché à protéger les élevages en Amérique du Sud. Il faut savoir que on récupère la vigogne en peignant le cou de l'animal à la fin de l'hiver pour récupérer un petit duvet dans le cou, et que le gain par animal est extrêmement faible. On récolte très peu de fibres. Donc voilà pour cette troisième catégorie, les poils de camélidés. On trouve le chameau de Bactriane exactement, et puis on trouve également ces petits animaux d'Amérique du Sud. Alors dans les fibres exotiques, parlons-en un peu pour finir, on trouve les poils de lapin. Voilà, par exemple, le lapin angora sert à donner des tissus aux propriétés isolantes et au toucher très doux. Et par exemple, alors ça s'utilise peu pour faire des tissus pour des costumes, par contre ça s'utilise plus l'angora pour faire des pulls. Un pull en angora est très joli. Et puis une autre fibre un peu exotique, évidemment, j'en ai pas parlé, mais c'est une fibre d'origine animale, c'est la plus portée autour de nos cous, eh bien c'est la soie. Non pas la soie des araignées, mais la soie du ver à soie. Le pauvre, on est obligé de l'ébouillanter pour lui enlever son cocon, et ce cocon, on le dévide pour obtenir les fils de soie. La production de soie augmente dans le monde, on en produit de plus en plus, alors principalement en Asie. Il faut savoir que dans un cocon, on obtient quand même 2 à 3 km de fil, hein. Donc c'est quand même très important, mais en réalité seulement 600 mètres, éventuellement un tout petit kilomètre peut servir à créer un fil exploitable. Donc cette soie qu'on appelle chez les tailleurs le cachemire de l'été, elle peut servir soit pure pour réaliser des accessoires, hein, comme les cravates ou les nœuds papillons, et elle peut bien sûr entrer dans des mélanges d'été,
par exemple à base de laine et de lin. Laine, lin et soie, c'est un peu le mélange qui est à la mode actuellement. Et donc voilà, c'est vraiment la dernière fibre dont je veux parler pour cette question des fibres animales. Donc pour résumer un peu mon propos, il existe 4 grandes catégories, je le redis. La laine, principalement laine de mouton, et encore principalement laine de mouton mérino, c'est quasiment l'exclusivité. Ensuite les poils de chèvre, puis les poils de camélidés, et enfin les fibres exotiques. Mais tout cela, encore une fois, représente bien peu de choses à l'échelle du commerce mondial et à l'échelle du textile en particulier, puisque maintenant ce sont plutôt les fibres végétales et surtout les fibres artificielles qui ont la cote, mais ça j'en parlerai dans un autre podcast. Merci Julien. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du tailleur. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un avis sur les plateformes de podcast.